au moment de la Troisième République, avec l'école laïque obligatoire, etc., l'école républicaine, on a fait de Vercingétorix un symbole. C'était un moyen de ne pas faire démarrer l'histoire de France à Clovis et au baptême. On voulait, d'une certaine manière, déchristianiser l'histoire et faire que Vercingétorix fut le premier héros à offrir en modèle aux jeunes Français. Nous voici à la fin du XIXe siècle dans un contexte particulier, marqué notamment par la querelle scolaire. À cette époque, la République laïque décide de combattre la prédominance en France de l'enseignement catholique. L'école cesse d'être confessionnelle pour devenir laïque, publique et obligatoire. Dans ce contexte, les laïcs mettent en avant la figure historique de Vercingétorix. Pourquoi ? Parce que le leader gaulois apparaît comme un leader patriotique, populaire et laïque. La droite catholique rejette cette mise en avant. Elle y voit un complot. Vercingétorix n'aurait été inventé que pour opposer une figure laïque imaginaire à la figure d'une France chrétienne fondée par Clovis. Oui, parce que jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est le chrétien Clovis qui est mis en avant. N'est-ce pas lui qui s'est converti publiquement au catholicisme avant de fonder la France en 481, un royaume unifié dont la capitale est Paris? En mettant en avant Vercingétorix, les républicains laïcs ne cherchent-ils pas à détrôner Clovis et à subvertir l'héritage chrétien de la France? Il est vrai que la tendance en France sous la Troisième République, c'est la quête de racines nouvelles. Plutôt que de privilégier le patrimoine chrétien, les historiens modernes pensent que les nations descendent d'un peuple primitif. Pour les historiens français héritiers de la Révolution, les Gaulois représentent ce peuple primitif. Ils font soudainement l'objet de savantes études. Il existe au XIXe siècle une mode du Gaulois. On voit surgir l'image populaire du géant blond moustachu, casqué, arborant une longue chevelure et des tresses. Lorsque Napoléon III arrive au pouvoir, Napoléon III, en fait, est le premier président élu. Ça, on l'oublie. Et il transforme sa présidence en un empire. Et Napoléon III se cherche une figure de référence. Et il a pensé à Charlemagne à un moment. Et finalement, il se dit que Jules César, c'est bien, parce que c'est un empereur comme lui. Et il veut donner l'idée que, en fait, quand les peuples ont un empereur, ils font un grand bond en avant. La Gaule a fait un bond en avant dans la civilisation en étant romanisée, intégrée dans l'Empire romain, et grâce à lui, grâce à Napoléon III, la France va faire un bond en avant dans la modernité. Et il veut donc présenter Vercingétorix comme, disons, le brillant perdant, celui qui s'est battu bravement contre les Romains, mais qui finalement accepte sa défaite et accepte que la Gaule se civilise et se gallo-romanise, si vous voulez. Et en fait, après la guerre de 70, l'idée va complètement changer parce que à partir du moment où l'Alsace-Lorraine est arrachée à la France, on se rend compte que l'invasion du pays par une grande puissance étrangère, c'est pas forcément un événement positif de l'histoire et qu'au contraire, ça peut être un drame. Et donc, vous voyez, il y a la guerre de 70 et puis surtout la guerre de 14-18, qui est une réédition au plus grand. Ça propulse Vercingétorix en avant comme celui qui défend le pays contre l'invasion et la domination étrangère. Donc, là où c'est intéressant, vous voyez, c'est que la figure de Vercingétorix, en fait, elle est malléable et elle bouge au hasard des circonstances de notre histoire contemporaine. Et en fait, Vercingétorix dit beaucoup plus de choses sur nous-mêmes que nous-mêmes nous pouvons dire des choses sur lui.